téléspectateurs et je suis honoré par votre invitation. Alors nous allons éplucher ce rapport que vient de rendre public l'ONG International Crisis Group. Alors quel est le premier regard que vous jetez sur ce rapport que vient de publier cette organisation non gouvernementale, faisant état d'un risque imminent de basculement de cette violence vers une violence armée? Tout d'abord, il faut dire que l'International Crisis Group est un organisme d'alerte. Alerte des conflits, oui, comme son nom l'indique. Et de prime abord, il faut dire qu'ils sont dans leur domaine de compétence, parce que lorsqu'ils parlent, ils parlent d'autorité. Oui. Lorsqu'ils décrivent une situation, c'est après avoir fait des recherches assez poussées sur le terrain, avant d'avancer, de se risquer dans le chemin des rapports. Surtout en ce qui concerne le Cameroun, dans la mesure où le Cameroun, on conteste tout. Oui. On pense que tout le monde entier complote contre nous. Et chaque fois qu'ils ont sorti leur rapport, on a toujours cru que c'était une façon de comploter, de faire les oiseaux de mauvais augure. Et donc, sous ce prisme-là, je crois que c'est un rapport qui va dans la droite ligne des prérogatives de cette organisation-là. C'est un rapport qui, de ma petite posture d'observateur de la scène sociopolitique du Cameroun, oui, ne me renseigne pas sur quelque chose de plus. Bien qu'étant des faits vérifiés ou vérifiables, peut-être même scientifiques à la limite, pour ma petite posture, je l'ai dit, ce rapport ne m'apprend pas grand-chose, que j'ignorais déjà. Oui, alors on parle de ce rapport et fait étalage d'un certain nombre d'éléments, de déterminants qui, selon un risque de glisser vers une révolte armée. On parle par exemple de certains leaders qui sont toujours détenus et que sur le terrain, la crise n'est pas complètement estompée. Il y a toujours des braises ardentes sur le terrain. Vous, est-ce que tout cela vous semble vraiment pertinent? Absolument, cela est pertinent. Vous voyez les leaders qui sont enfermés. C'est d'abord le gouvernement qui a pris langue avec ces gens-là, c'était ses interlocuteurs, dans le cadre de la recherche des solutions. Dès lors qu'ils les ont enfermés, sans présenter de nouveaux leaders avec qui ils étaient en pourparlers, il y a problème. Ils étaient légitimes, ils sont délégitimés, mais ils ne sont pas remplacés. Cela pose un problème, au moins de bon sens et de suivi. Maintenant, lorsque vous allez sur le terrain, vous voyez effectivement qu'il y a toujours la tension. Encore, comment il en serait autrement? Dans la mesure où il n'y a pas de mesures qui sont prises, dans la mesure où il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un suivi, il n'y a même pas de propositions qui vont dans le sens d'écouter ces compatriotes-là, qui estiment qu'ils sont exacerbés par le mal-être et le mal-vivre, oui, qui dénoncent certaines choses très claires, connues, acceptées par la majorité, si ce n'est tout le monde, y compris même ceux qui, aux premières heures de la crise, ont estimé qu'il n'y avait pas matière à s'asseoir, à circuler, il n'y a rien à voir. Ils se sont rebiffés. Aujourd'hui, on comprend que, effectivement, il y a un problème. Sauf que les institutionnels, peut-être qu'ils n'ont pas pris la mesure, peut-être qu'ils sont toujours dans leur cocon où ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout, ils refusent de voir. Oui. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu un établissement confessionnel prendre le feu. Et ça se passe presque tous les jours, ou toutes les semaines, si je ne veux pas abuser. Ou soit c'est une brutalité quelque part, soit c'est des gens qui essayent de faire de la violence, soit c'est le feu, le langage du feu qui est utilisé. Ou alors, c'est la barbarie étatique, où il y a des agents chargés du maintien de l'ordre qui basculent aussi dans des dérives. Oui, alors dans ce rapport, cette ONG invite le gouvernement camerounais à prendre cette crise au sérieux. Est-ce à dire que jusqu'ici, ça n'a pas été le cas? C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, peut-être avec des expressions un peu difficiles. Vous savez, le français, il est élastique. Si je parlais à ma langue maternelle, je m'en serais mieux sorti. Je voudrais dire que, de mon point de vue, encore que je voudrais garder toute la modestie du petit observateur, oui, je ne vois pas de façon significative ce que le gouvernement a fait. Je suis Camerounais, j'aime mon pays, je respecte les institutions. Mais si je peux avoir ce constat,
Oui. Ça veut dire qu'un organisme indépendant peut encore avoir plus que moi. Mais le gouvernement avait commencé par prendre un certain nombre de mesures. On parlait de plus de 1000 enseignants qui devaient être recrutés. À l'ENAM également, je pense qu'il y a déjà une question de common law et bien d'autres mesures encore. Vous estimez que cela n'est pas suffisant? Vous venez vous-même de dire, avait commencé. Oui. C'était où depuis que le Cameroun est indépendant, depuis que les deux Camerouns se sont réunis. Est-ce que dans les revendications des uns et des autres, il y avait le mot ENAM dedans? Dites-moi, au vrai problème, on trouve des fausses solutions, on fait du saupoudrage. Ça ne peut pas marcher, vous savez. Un temps, vous pouvez bluffer les gens, vous pouvez leur vendre du vent. À un moment donné, même les primes de nuisance ne suffisent plus. Vous et moi, nous savons, parlons-en de l'ENAM, comment on fait pour entrer là-bas. Tout le monde le sait, y compris là-bas. Quand même on ouvrirait certaines filières, on sait bien que les critères de choix seront tout, sauf la méritocratie. Ça, c'est des solutions de saupoudrage qui ne devraient pas intervenir lorsqu'il y a un véritable problème. Là, nous avons un problème de l'existence même du vivre ensemble collectif du Cameroun, où il ne faut pas essayer de croire qu'on peut monnayer, marchander à coup de quelques petits postes qu'on distribuerait à des familles dont on connaît déjà les identités. Non, Oui. ça ne fonctionne pas. Et vous venez de dire, au risque de me répéter, il a commencé. Et la suite, c'était quoi? Ils ont aussi commencé la négociation. Oui. La suite, c'est que les interlocuteurs sont en prison. Et ça exacerbe. La suite, c'est qu'on s'est moqué des parents d'élèves qui attendaient que leurs enfants s'éduquent cette année, dont les enfants n'ont pas fréquenté, mais le gouvernement, comme si de rien n'était, a organisé les examens, y compris de ce côté-là. Pourquoi le GCI, les résultats ne sortent pas? Parce qu'il faut maquiller, parce qu'il faut essayer d'instrumentaliser les résultats, l'éducation. Vous ne pouvez pas avoir arrêté les cours en novembre et demander aux gens d'aller composer, sous prétexte que non, au Cameroun, les parents ont des répétiteurs. Qu'il en soit ainsi, que chaque parent répète ses enfants et organise sa part d'examen chez lui. Mais on estime que les enfants ont été évalués sur ce qu'ils ont été... Sur ce qu'ils ont appris jusqu'au mois de novembre. Oui, pendant cette période-là, puisqu'à un moment donné, le ministre des enseignements secondaires avait essayé de relancer, ils ont appelé cela des rattrapages pour ces élèves de ces zones-là. Non, le ministre lui-même, il n'y croyait pas. Encore qu'il a refusé de parler. Il avait laissé le sale boulot à une de ses inspectrices qui bouffait les lèvres pour essayer de dire, c'est même d'elle, de sa bouche, que je retiens l'argument selon lequel les parents ont payé les répétiteurs pour leurs enfants. C'est honteux. Un gouvernement qui s'occupe de la politique de l'éducation, qui a un programme, estime que c'est les répétiteurs, comme leur nom indique, répètent. Donc ils auraient répété un cours qui n'a même pas été préalablement donné. Je crois que c'est de la moquerie. Lorsque vous prenez les autres compatriotes de cette façon-là de haut, il y a de fortes chances qu'ils se radicalisent. Et ils peuvent se radicaliser de beaucoup de façons. Et là encore, je voudrais convoquer la pertinence de ce rapport. Oui. Il est sorti. Quelques heures plus tard, vous avez entendu ce qui s'est passé. Le gouvernement, au lieu de résoudre le problème, de trouver des solutions sur le terrain, ont cru bon envoyer les émissaires, je ne sais pas, justifier de frais de mission à l'étranger. On y reviendra. Et vous avez vu ce que vous avez vu par rapport à ça. Donc moi je crois que le gouvernement, jusqu'ici, en tout cas, peut-être pas le gouvernement, la prééminence institutionnelle du Cameroun, M. Paul Biya, n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Ou alors, il connaît parfaitement ce qu'il faut, encore que M. Abou Machoï vous dira dans sa sortie, avant qu'on ne l'appelle dans la commission Moussongue, qu'ils sont trois qui, en 1979, ont été commis pour toujours connaître de cette réalité du problème anglophone. Trois sont encore vivants, dont lui, M. Abou Machoï, dont Mme Dorothy Njema, oui, et donc M. Paul Biya, président de la République, qui deviendra d'ailleurs président plus tard. Donc ces revendications sont légitimes. C'est des revendications qui sont aussi vieux que M. Biya est au pouvoir, au moins. Parce que lorsqu'on est Premier ministre en 1979, et qu'on devient président 3 années après, et qu'on a été membre d'une commission qui a quand même élaboré des solutions, ça veut dire qu'il y avait un problème au départ, qui a pris sa mandature avec ce problème-là, mais au grand jamais n'a pas pris le problème à bras le corps
le résoudre. Oui, mais certains estiment que la démarche des acteurs n'est pas républicaine. Écoutez, je ne pense pas que brûler qu'est-ce que je vais dire, le drapeau du Cameroun, si ce n'est que ça que les uns et les autres veulent parler, est plus antipatriotique que agresser les caisses de l'État à coups de milliards, faire que les enfants n'aillent pas fréquenter, faire que les gens meurent dans les hôpitaux, faire que vous circulez dans la route, dans les rues à Yaoundé, pour ne prendre que cet exemple-là, la capitale du Cameroun, que vous soyez quelqu'un qui vit à 3 km vol d'oiseau du palais présidentiel, mais si votre épouse est enceinte, elle n'est pas sûre d'arriver à terme parce que le fait de prendre soit la moto, soit votre vieille voiture pour prendre une telle route va provoquer l'avortement. Vous ne pouvez donc pas, sous un tel contexte, croire que vous pouvez vous en sortir parce que vous êtes ce qu'on appelle les voleurs à col blanc et quelqu'un qui s'est exacerbé en brûlant le drapeau, ce que je condamne. Ça, il ne faut pas se le réduire. Mais comment expliquer que dans ce rapport que cette ONG ne condamne pas également ces agissements? L'ONG n'est pas là, il ne s'appelle pas Condemnation Group. C'est International Crisis Group. Ils ne sont pas là pour condamner. Ils sont là pour tirer la sonnette d'alarme sur une éventuelle crise qui guette un pays, sur les dangers qui peuvent guetter un pays, qui peuvent le faire basculer. Et là, nous en sommes dans un... Il ne faut pas... N'attendez pas que ce soit eux. Pourquoi vous, mon cher ami, lorsque, en tant que journaliste, vous décriez, on ne prend pas en compte, mais c'est lorsque International Crisis va condamner que les autres vont prendre en compte. À quoi cela sert-il de condamner un enfant qui pleure si on ne peut pas lui demander pourquoi il pleure? Je me demande. Et cette question-là, ce n'est pas à cet organisme de la poser. C'est à nos institutionnels, c'est au peuple camerounais de se remettre en question, de se poser la question fondamentale, même si elle fâche pour certains. Est-ce que ça vaut la peine toujours aujourd'hui d'avoir le type d'organisation sociétale que nous avons, de la forme de l'État que nous avons? Est-ce qu'elle s'y est? Comment pouvez-vous imaginer que sur autant de tribus que nous avons au Cameroun, qu'on puisse croire qu'on peut les embrigader dans ce que vous appelez unité nationale, autour d'une république unie? Pour vous, c'est un embrigadement forcé. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas opérant, ça ne peut pas marcher. Les autres sont sages. Ou alors lâches, parce qu'il faut dire les mots. On n'est pas sûr que ce que nous autres, la lâcheté que nous avons, nous autres aujourd'hui, nos enfants pourront avoir la même lâcheté. Peut-être ils seront plus lucides pour comprendre qu'il faut fondamentalement mettre en cause notre existence à travers le mode d'organisation de la société que nous avons choisi, à travers le type de la République. Je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que la République unie est anti-unitaire dès lors qu'elle s'accommode avec le type de gestion que nous avons. En d'autres termes, pour que le peuple camerounais soit uni, il faudrait penser à mettre en place un État fédéral. Je crois que ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Au-delà des clichés que vous avez, où c'est les uns qui veulent dominer les autres, si nous sommes dans un État fédéral, on ne reverra plus ça. Je suis sûr que le tribalisme même va baisser. Si, à l'intérieur de la région du centre, pour prendre cet exemple-là, vous êtes dans votre État, oui, comme le centre-sud était avant, et c'est un État. Vous allez faire le tribalisme contre qui là-bas? Vous êtes dans votre État. Si le Grand Ouest a son État, ils vont faire le tribalisme avec qui là-bas? Si le Grand Nord a son État, 4, 5, 6, 10 États du Cameroun, ça résoudrait peut-être le problème. En tout cas, il est urgent qu'on pose ça sur la table. Et c'est des questions fondamentales. Au lieu de prendre des institutionnels, brûler l'argent du contribuable peu, qu'on laisse même aux contribuables. Parce qu'il y a une différence dans notre contexte où les fonds publics qui auraient pu être dans l'assiette commune sont privatisés, sont dans les caisses, les poches des individus et les comptes en banque à l'étranger, qui en Ouganda, qui en Europe. Oui, alors... Et malheureusement, le peu qui reste pour que si vous arrivez à l'hôpital, que le médecin puisse dire « j'ai reçu mon salaire et donc je m'occupe de lui ». C'est ça que les gens ont pioché pour aller dans les missions explicatives qui ne servent à rien dans la résolution du problème. Oui, le rapport relève d'éventuelles répercussions de la crise sur l'ensemble du pays et par-delà
sur impacter les élections en 2018. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière d'inciter à l'escalade? Non, là, vous faites une lecture camerouno-RDPCiste de la situation. Inciter à l'escalade, le doigt vous montre la direction, au lieu que vous regardez la direction, vous regardez le doigt. Le doigt, lui, il est là, il fait ce qu'il a à faire. Je vous dis, s'il y a élection en 2018, encore que je suis de ceux qui pensent qu'il n'y en aura pas, M. Biya également, il le pense. Ah bon? S'il y a élection en 2018, dans un contexte comme le nôtre, à l'heure actuelle, il est clair que la crise anglophone, dite anglophone, à ce mot-là, doublée à l'instabilité dans la partie septentrionale du pays et les miasmes d'un fin de règne sont un cocktail explosif pour que ça... Il ne faut même pas que vous soyez analyste pour le comprendre. Il vous faut juste du bon sens. Nous avons un lot des ingrédients molotov pour que ça explose lorsque vous associez donc à ça la façon que les élections sont gouvernées au Cameroun. Ça, c'est juste la petite touche finale. Or, il se trouve que, même au sein de l'appareil gouvernant, les uns et les autres pensent qu'il est l'heure. Vous n'avez qu'à imaginer le degré de prévarication. Dites-moi, mon cher ami, que peut-on faire en détournant plus de 10 milliards, 100 milliards, tant on sait que pour quelqu'un qui ne paye ni la maison, ni le carburant, ni les domestiques, ni la nourriture, il lui faut 27 ans, 8 mois pour manger 1 milliard. S'il mange 100 000 tous les jours. Et je vous ai dit qu'il va les manger, on ne voit même pas là où il va les manger, puisque c'est des gens qui ne payent rien du tout. Il paye, peut-être il payera pour la respiration, pour respirer l'air. Voilà le contexte. Et que si celui-là, vous le voyez en train de détourner 10, 20, 30, 40, 50 milliards, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer la guerre. Et donc, ces gars-là qui sont devenus bougrement riches aujourd'hui, en termes de devises, ont juste une seule chose à faire. C'est saisir toutes les occasions qui vont se présenter à eux pour mettre le Cameroun à feu et à sang en estimant que leur argent peut payer leur quiétude. Oui. Alors, le rapport, je continue, dit ceci, le rapport remonte aux origines historiques de la crise anglophone qui naît de la volonté des présidents Amadou Ahidjo et Paul Biya d'assimiler la minorité anglophone. Alors, ce bout-là, cela voudrait dire que c'est eux qui sont à l'origine de la situation. C'est mon analyse au regret. Hein. J'avais déjà pris position première de cette crise-là sur une radio internationale pour dire qu'effectivement, quand vous analysez la situation du Cameroun, il y a comme une volonté. Et là, situer cette volonté d'assimilation au niveau de M. Ahidjo ou bien de M. Biya, c'est de laisser le véritable maître. Le véritable maître, c'est la France. Je suis quasi convaincu qu'il y a eu, comme dans le logiciel de formatage de nos dirigeants, des injections qui allaient dans ce sens d'assimiler effectivement absolument. Vous avez trouvé le mot. Donc, il faut même pas, je vous dis, tout ce que je suis en train de vous dire là, on essaye de rester terre à terre. On n'a pas besoin d'avoir des gros diplômes. Il faut juste être un observateur pour voir comment les choses se passent. Pour comprendre pourquoi ça devrait se passer ainsi. Le bilinguisme, parce que c'est de ça dont il est question ici. Les gens parlent du bilinguisme, non, ce n'est pas ça. C'est le bilinguisme dont il est question. C'est une richesse pour le Cameroun. C'est d'autant plus que moi j'ai la chance peut-être d'être sollicité par l'Union africaine depuis pratiquement 1 an ou 2 aujourd'hui. La seule langue que les gars utilisent, c'est l'anglais. Et quand on voit en camerounais, on ne se dérange même plus. Lorsque j'exige les documents en français, on dit, mais toi, tu déranges. Nous, on sait que tu comprends très bien. Et ils ont raison, je comprends. Sauf que je ne veux pas qu'on marginalise le français au niveau de l'Union africaine, comme on marginalise l'anglais au Cameroun. Et j'exige toujours que la traduction française me soit apportée. Et donc, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'insidieusement, on a une volonté réelle d'assimilation. Prenez tous les exemples que vous voulez. Dites-moi pourquoi ça doit fonctionner ainsi. Alors qu'on sait que ça aurait pu être un avantage
si le Cameroun avait même mis en primeur comme première langue et maintenant le français comme seconde langue. Oui. Nous aurons pu gagner, ne serait-ce qu'au niveau de la pénétration internationale. Mais non, on a tout fait de faire comme si on faisait une faveur à une langue officielle de notre pays. Lorsqu'on traduit, on le fait comme si on était obligé, comme si c'était juste une formalité, alors que c'est une exigence, une obligation. Ça n'a pas besoin d'être revendiqué, ça doit être couler de source. Et donc, je crois que, quelque part, et d'ailleurs, Crisis Group ne prend pas les analyses au hasard, c'est vous et moi qui donnons nos impressions. Ils viennent sur le terrain, il n'y a pas un endroit où il y a toutes les informations, ils interrogent vous et moi et ils prennent leur position par rapport à ce qu'ils auraient vu sur le terrain. Et j'ai, comme ces gens à qui ils ont approché et qui leur ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait cette volonté réelle d'assimilation, sauf que eux, ils se limitent, parce que c'est une organisation internationale. La France, qu'elle ouvrait l'ouvrait. Et là, c'est la volonté expansionniste française dans le cadre de l'impérialisme sauvage et barbare dans le Cameroun est plongé depuis son statut de protectorat et de tutelle. Oui, alors le pouvoir de Yaoundé a dépêché certains émissaires en Europe, on parle de la Belgique, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, pour rencontrer la diaspora camerounaise et essayer d'expliquer ce qu'il est en train de faire pour désamorcer la nation. Vous, comment analysez-vous cette opportunité? C'est du théâtre, vous savez. Je vais être mesquin pour vous dire qu'il y a quelque chose, j'ai brossé ça tout à l'heure. Il s'est trouvé que les caisses publiques du Cameroun ont été privatisées. Et ceux qui sont aux affaires savent comment ça fonctionne. Je suis surpris d'entendre que c'est eux-mêmes qui tirent pour que la crise soit encore... Après, l'argent est là. On a tout fait pour paupériser les Camerounais, garder l'argent pour qu'ils soient plus pauvres et donc dociles. Et eux, ils savent comment trouver cet argent-là. Tous les patrons, eux, ils ne veulent pas sortir cet argent pour faire développer le pays. Et donc, on crée des situations comme aller expliquer au Cameroun la diaspora. Quoi? Il n'y a rien à expliquer. Vous faites quoi sur le terrain? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, pour parler au monde entier, on a besoin de se déplacer? Oui, mais pourquoi aller à l'extérieur? Pourtant, les 10 régions du pays n'ont pas été sillonnées pour rencontrer les populations. Pour ça que je vous parle de la distraction réelle, au sens propre du terme, distraction des fonds, parce qu'il faut justifier les salaires, l'argent est là, ils veulent l'utiliser, ils trouvent dans des subterfuges. La preuve en est que ça n'obéit à aucune démarche interne, aucune logique de bon sens, encore moins une volonté managériale. Qui leur a dit que la plus grosse colonie était en Afrique du Sud et que celle-là ne voyait pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Je vous ai posé la question tout à l'heure, pour parler à Donald Trump, on a besoin d'aller aux États-Unis? Je suis désolé, non. Il faut juste aller sur Twitter, aller tweeter dans son compte et lui dire ce que vous avez à dire. Et la minute qui suit, il est au courant. Il est très actif. Alors, je pense que c'est son exemple, mais c'est la même chose avec les autres. Pour parler des États-Unis, vous n'avez qu'à aller à la Voix d'Amérique, vous parlez. Pour parler aux Anglais, vous n'allez qu'à BBC, vous parlez. Il y a des canons pour ces gens-là, pour s'adresser à eux. Et si c'est aux Camerounais qu'on veut parler, on sait comment faire pour parler à ces Camerounais-là. Commencez à parler à leurs familles qui sont ici et ils seront au courant le lendemain. Nous avons demandé juste une seule chose au président Biya. Une seule chose. Il aurait fait au mois de février. Les enfants de la zone anglophone seraient allés à l'école, ils seraient scolarisés normalement en 2017. Il le fait aujourd'hui. La rentrée prochaine va se passer sans anicroche. Et il y a un gros distinguo qu'il faut faire entre ce qu'on appelle les sécessionnistes qui saisissent la balle au bon et ceux qui revendiquent les meilleures conditions de cohabitation et de coexistence dans un esprit apaisé de la République du Cameroun. Si vous ne faites pas cette différence, vous faites l'amalgame, vous tombez dans le piège et des sécessionnistes
et de ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas qu'on leur dise un jour de montrer leur bilan, parce que l'histoire, le tribunal de l'histoire va les interpeller. Oui, alors, et donc, oui. dès lors que vous faites ce distinguo-là, vous conviendrez donc avec moi que si on veut donc résoudre le problème, on commence par le résoudre au Cameroun. Et moi je dis, tout ce que le président Biya a fait, c'est de programmer une causerie à Boya ou à Bamenda ou dans un autre ville secondaire du nord ou du sud-ouest. Parler avec les populations. Leur dire qu'il a compris le message et qu'il se met à l'œuvre. Mettre sur pied, là les populations même vont vous choisir séance tenante si on ne trie pas ce qui devrait être présent. Les populations vont choisir les gens qui doivent parler en leur nom. Je dis séance tenante. Oui, alors, oui. Lorsqu'ils rentrent dans de là, oui. Ils libèrent ceux qui sont pour montrer, parce qu'il a le choix, soit les libérer d'abord avant, et c'est eux qui vont préparer sa descente, soit il finit là-bas et il vient les libérer. Parce que quand vous allez en négociation, vous devez aussi garder les cartes. Dès que M. Biya le fait, vous allez voir la décantation, au moins pour 10 ans de ce problème. Sauf que, et là c'est le patriote qui parle, je suis quasi convaincu que M. Biya est disqualifié pour trouver la solution définitive, lui et son équipe. Ils sont disqualifiés pour trouver la solution définitive du problème du vivre ensemble collectif. Vous n'êtes pas effectif là. Vous n'êtes pas effectif là. S'il ne l'a pas fait, je vous ai rappelé ici que M. Abomachoï, je parle sous son contrôle, vous a dit qu'ils sont encore 3 ans. Et parmi les 3, il y a un qui a pris le pouvoir 3 ans après qu'ils aient donné le rapport. Et il est encore au pouvoir jusqu'à ce jour. Et ça fait 34 ans qu'il est au pouvoir. Vous croyez que si en 34 ans il n'a rien pu faire, bientôt 35 ans, c'est en combien d'années qu'il va faire? Il vous a donné rendez-vous qu'il va mourir dans une vingtaine d'années. La vingtaine d'années, c'est dans quelques années. Moins de 5 en tout cas. Oui. Alors, si ce monsieur va donc mourir dans 5 ans, vous croyez que tout ce qu'il a à faire, là, il peut le faire en 5 ans, y compris donner au Cameroun ce dont il a besoin d'institutions viables, de formes de l'État? Non. Oui, je vous dis qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la volonté de le faire, sinon il l'aurait fait depuis, parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle de le faire, parce que, enfin, il n'a pas les moyens de le faire. Oui, Franck Hubert Ateba, on a constaté, notamment sur les réseaux sociaux, que ces émissaires qui ont été dépêchés dans ces pays ont été hués. Il y a eu des scènes de violence de ce côté. Comment expliquez-vous cela? Et ensuite, comment comprendre le choix de ces pays-là? Je vous ai dit, moi, je commence par là où vous avez chuté. Je ne peux pas comprendre pourquoi on choisit l'Afrique du Sud plutôt que le Nigeria. Pourquoi on choisit Londres plutôt que Paris? Pourquoi on choisirait les États-Unis plutôt que la Chine, plutôt que la Chine? Puisque, vraiment parce que si ce n'est un certain nombre de petits arrangements qu'ils ont fait en sous-jacent. Je voudrais d'abord dire ici que lorsqu'on fouette un incident de mon pays, je me sens mal. Parce que là, les gens sont en train de salir mon pays, qui est respecté dans le concert des nations. Et quand vous les trouvez partout, ils sont brillants. Moi, je vous ai dit, le moins haïssable, lorsque je sors pour parler avec les gens dans le cadre de l'Union africaine, je suis toujours, je dis bien toujours à l'unanimité, choisi comme celui qui doit coordonner le groupe francophone. Toujours. Et donc, c'est par rapport à la crédibilité du Cameroun. Voir donc un ministre soit coincé à l'aéroport, ce genre de scène-là ne noie pas le Cameroun. Voir les gens qui détestent le pays et qui salissent l'image de notre pays. Et c'était prévisible. Ces gens savaient que ça devait se passer ainsi. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cela? Les gens sont exacerbés. Ils ont fait de la provocation, il fallait qu'il y ait eu du répondant. Je voudrais vous rappeler ici que en 2000, je crois, 6, c'est ma modeste personne et d'autres Camerounais qui ont évité les tomates et les œufs pourris à M. Biya en France. Nous avons battu les troupes pour aller contrecarrer cela, dire que le linge sale doit se laver en famille, c'est-à-dire au Cameroun, mais pas en Occident où après les gens vont se moquer de nous parce que c'est contre-productif. Mais dès lors que vous prêchez par la provocation, attendez-vous à ce qu'il y aurait des réponses. Là, nous sommes dans un climat donné
les cas de nuisance à ceux qui disent qu'ils sont les pro-sécessionnistes. On leur a donné des beefsteaks sur la table et ils ne pouvaient que saisir cette occasion-là. Et moi je dis, au risque vraiment de décevoir les uns les autres, à cette provocation, il aura peut-être fallu une telle réaction, même si elle écorche capacité. Le soft power du Cameroun, il aura fallu peut-être cela pour que les uns et les autres, cela attire leur attention. Parce que non, on voit une sorte d'union sacrée qui veut qu'on condamne, on oublie de voir au départ. Regardez les causes au départ avant de condamner. Condamner et revenir sur ces causes-là pour les voies et moyens. Oui, nous avons également observé ces mêmes scènes de la scène du drapeau camerounais du côté du Canada où certains individus sont allés à l'ambassade retirer le drapeau et hisser un autre drapeau. C'est choquant tout ça. Je venais de vous le dire, c'est désapprouvant et c'est à se demander que font les attachés militaires lorsqu'on sait que dès lors qu'on est chassé à la direction de la sécurité présidentielle ou à la GP, généralement on se débarrasse de ces gens-là en les envoyant dans l'ambassade et leurs noms sont connus, ça vient d'une certaine origine. Que ces gens-là n'aient donc pas pu, alors qu'ils font montre d'une présence quand il s'agit des scandales. Vous avez suivi un scandale au début de cette année. Entre un attaché militaire et un ministre en fonction. Là, on sait qu'ils existent. Lorsqu'on lit le décret avec le troisième article, avantage de toute nature, là, on sait qu'ils existent. Et que les individus viennent entrer à l'ambassade. Hisser un drapeau autre, sans qu'il ne puisse être interpellé. Et que par la suite, on vous montre d'autres photos où il y a quand même le tissu du parti au pouvoir qui est brûlé au même moment que le drapeau. Qu'est-ce que ce tissu allait faire là-bas? N'y a-t-il donc pas eu provocation? N'est-ce pas des montages? C'est pour ça que je voudrais dire qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ceux qui montent, sont du surenchère, provoquent, veulent qu'on dise que la crise elle est très forte pour qu'eux ils se fassent plein les poches. Oui. Il faut également faire le distinguo entre ceux qui disent que pour eux c'est en bas quoi, en bas quelque chose, je n'ai pas envie de prononcer ça sur votre plateau, et ceux qui estiment qu'il y a un malaise. Vous savez, aux premières heures de la crise au Grand Nord, j'avais dit qu'au Grand Nord on l'appelait Boko Haram. Et que quand ça va descendre au sud, ça ne sera plus Boko Haram. Maintenant c'est à la partie ouest du Cameroun, c'est encore à l'extrême ouest. Ça s'appelle crise anglophone. Ça peut venir à Yaoundé, ça aura un autre nom. Ça peut aller au pays organisateur, ça aura un autre nom. Il est temps que ceux qui sont là, le président Biya en premier, comprennent que ce pays l'a tellement aimé qu'il lui a tout donné. J'avais l'habitude de dire, et je le dis toujours, que s'il y a un Camerounais qui doit être, s'il reste un seul plat de nourriture, et que tous les Camerounais doivent dormir affamés, il faut tout faire pour que le président de la République mange. Parce qu'il est la présidence. Je voudrais également dire que s'il faut sacrifier un Camerounais pour que le Cameroun vive, le premier qu'il faut sacrifier, c'est M. Paul Biya. Oui, alors, Franck Teba, tous ces événements douloureux qui se déroulent un peu partout à travers ces pays, on n'a pas vu certains présidents de partis politiques prendre position. Vous invoquez les présidents des partis politiques pour prendre position chaque fois. Limitez-vous à ceux qui prennent l'argent du contribuable. Limitez-les, je crois qu'ils sont 6 ou 7. C'est eux qui doivent justifier l'argent du contribuable qu'ils prennent. Ceux qui sont soit représentés à l'Assemblée, ceux qui sont dans les municipalités et qui reçoivent les fonds. Parce que vous n'allez pas demander à un parti politique qui n'a jamais rien reçu de l'État du Cameroun, à part un récépissé, de prendre position. Ceux-là, on les connaît. Mais ils aspirent gouverner le pays. Lorsque le drapeau du pays est enlevé au niveau de l'ambassade du Cameroun au Canada et on met un autre drapeau, est-ce que c'est gravissime? Nous disons que c'est grave. Nous disons que c'est grave, sauf que nous ne voyons pas les choses au premier degré. Je ne suis pas ici l'avocat des partis politiques. Je vous ai d'abord circonscrit et vous dire que sur la 200, 300 des partis politiques, il y a 7 qui auraient pu parler
Je ne sais pas combien vous avez invité et qui ont refusé de venir. Je ne sais pas combien vos collègues ont invité. Je ne sais pas si vous avez lu tous les posts sur Internet. Dans tout état de cause, dès lors que ceux qui prennent l'argent du contribuable n'ont pas réagi dans un problème, ils devraient prendre position. Encore que, avant de prendre position, il faut avoir les informations, savoir si ce n'est pas un montage, savoir si ce n'est pas l'orchestration de ces gens-là, dont on sait pertinemment qu'ils en ont la capacité de manipulation la plus insoupçonnée que vous puissiez imaginer. On vient de voir tout un évêque dans l'eau, alors que les jours avancent et on découvre que l'évêque n'est jamais entré dans l'eau, de gaieté de cœur. Donc, il faut donc voir qu'avec le Cameroun, tout est possible. Vous, encore que vous n'avez même pas vu le drapeau sur ces gars-là, ou écrit sur leur face que nous sommes les sécessionnistes. Vous ne connaissez même pas ces gens-là. Vous ne pouvez pas me dire que leur famille à tel endroit, qu'on les a identifiés, ils s'appellent tel, tel et tel. Comment jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à les identifier si c'est effectivement des vrais Camerounais? Donc, je dis, il y a tellement de choses avant donc de voir, de toucher le problème qui engage la gouvernance du renouveau. Oui. Il faut que vous soyez sûr que, effectivement, ce que vous avez vu, c'est la vérité. C'est effectivement ça. Vous dites non, Franck Hubert Ateba, je l'ai invité à l'édition, j'étais là, il était là. Ne dites pas on m'a dit que. Parce que si vous vous limitez sur le on m'a dit que vous n'êtes pas sûr que vous serez dans la logique. Et donc, déjà normalement, que ce soit vrai ou pas, ceux qui mangent l'argent du contribuable pourraient plus réagir. Ils n'ont pas réagi. Est-ce que M. Biya a réagi? Il n'a pas réagi. Est-ce que vous avez suivi les communiqués de tous les chancelleries? Non. Alors, pourquoi vous voulez que celui qui doit réagir en 5e, 10e ressort puisse intervenir avant? Il devrait le faire si c'est le souci patriotique. Encore que là, je voudrais peut-être des illusionnels camerounais pour leur dire que des opposants, il n'y en a pas. Ah bon? Il n'y en a pas. C'est des individus qui pensent que leur mouvement associatif peut leur permettre d'avoir des dividendes et des prébendes. Tout simplement. Dans un parti politique. J'ai été le co-créateur d'un mouvement politique. Aujourd'hui, je suis en retenue de ce mouvement-là pour des raisons que je venais d'avancer. À savoir que vous vous sentez floué, vous voyez que vous avez été trahi, les gens vous ont amené dans une histoire où ce qui les intéresse, c'est leurs petits intérêts bassement égoïstes et matérialistes. Et donc vous prenez votre position. Et je voudrais vous dire, même dans la société civile, les gens ont des associations où ils savent qu'on mesure la possibilité de pouvoir assurer son ventre et son bas-ventre. Ceux qui sont les vrais patriotes, on les a déplumés. Ils sont dans une camisole, ils ne peuvent pas s'exprimer. Vous allez les voir, ils parlent comme je parle là. Mais si vous avez des loupes pour voir quel est le degré de leur vie, vous aurez pitié d'eux. Par contre, ceux qui font tout le brouhaha que vous voyez, ils sont tout, sauf ceux qui peuvent défendre le peuple camerounais. Et donc, n'attendez pas que ces gens-là se lèvent pour revendiquer quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, c'est les fonds publics pour le financement des partis politiques, c'est l'argent qu'on donne pour les candidatures à l'élection, puisqu'on sait que vous payez la caution de 30 000, vous avez 300 millions. 30 millions, vous avez 300 millions qui viennent au moins. Et vous donnez la bière aux autres. C'est ce petit calcul-là qui motive la quasi-totalité actuelle des leaders politiques du Cameroun. Je mets un seul au défi de me prouver le contraire. Il y a un seul. Vous l'invitez, il vient me prouver le contraire, je suis sûr que je sortirai ces cadavres dans le placard. Quand vous voyez ça, vous conviendrez qu'il vous reste une seule chose. Rentrez chez vous et essayez d'éduquer vos enfants le mieux que vous pouvez. Parce que c'est la seule chose que nous avons à faire aujourd'hui. Permettre que dans un environnement hostile, que naissent des graines qui pourront prendre un jour la relève. Alors, Franck Hubert Ateba, finalement, le rapport de International Crisis Group qui attire l'attention du gouvernement que la crise dans ces deux régions du Cameroun, nord-ouest et du sud-ouest, risque de passer à une autre phase. Et nous avons également le rapport d'Amnesty International récemment qui accuse l'armée camerounaise d'avoir peut-être fait des tortures sur les éléments de Boko Haram qui ont été arrêtés finalement. Est-ce que cela ne cache pas en arrière-plan une sorte de déstabilisation du pays? Vous avez encore là
fait une lecture camerouno-RDPC. Mais puisque dans ces rapports, on s'attend également que qu'on essaie un peu de dresser cette démarche qui n'est pas loyale de ces acteurs-là. Vous savez pourquoi l'État doit faire l'exception? Dites-nous. Parce que c'est l'État. Vous payez les impôts pour ça. Vous vous sacrifiez pour ça. Pour que l'État soit au-dessus de la mêlée. Votre enfant commet un crime. Il sera toujours votre enfant. Je dis bien toujours. Lorsque vous violez, on vous juge, on ne vous viole pas. L'État ne demande pas qu'on vous viole parce que vous avez violé. L'État demande qu'on vous condamne, on vous punisse. Parce que c'est l'État. Et donc, il n'y a rien qui peut justifier que, face à la barbarie, que le pouvoir de l'État use à la barbarie. Rien ne peut le justifier. Et donc, dès lors qu'un élément représentant le pouvoir étatique pose un acte immoral ou amoral, il faut dénoncer cela, il faut le condamner. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que les gars de Boko Haram, c'est des animaux, ils doivent aussi traîner l'armée de mon pays comme étant aussi un répertoire d'animaux écervelés. Non. J'estime qu'on porte fièrement la tenue de l'armée camerounaise parce qu'on a la capacité de faire le distinguo entre un comportement animal et un comportement humain. Et donc, on ne peut pas faire de comparaison. Et vu sous ce prisme-là, ces organisations sont dans leur bon droit. Et puis, où est le tribunal où vous allez juger Boko Haram? Ils sont tributaires de quelle autorité morale? Donc vous leur connaissez une légitimité. Parce que si vous devez les moraliser, ça veut dire que vous leur connaissez même une substance. Oh, substance, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucun devoir. Ils n'ont aucun droit vis-à-vis de qui que ce soit. C'est des bandits, il faut les traiter comme des bandits en les envoyant en justice. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Il a laissé en marge un certain nombre de ses citoyens qui se sont retournés contre lui. Moi qui vous parle, j'aurais pu être un terroriste. Jusqu'à hier, peut-être même jusqu'à ce matin. Pourquoi je n'ai pas pu basculer? Personne ne le fait. Alors je voudrais dire que l'État doit prendre ses responsabilités, se poser des bonnes questions avant de punir. On dit il n'y a pas de pardon sans justice. Et c'est quoi la justice? La justice, ce n'est pas parce que tu as coupé la tête de quelqu'un, on prend aussi la matière, on coupe la tienne. Non. La justice, c'est on t'écoute, on te juge, on te condamne. Et on insiste que tu assumes le fait même de te condamner. Ça veut dire que la société t'a pardonné. Et donc moi, je voudrais dire, il faut arrêter ce mauvais procès-là. C'est vous, c'est indigne même des institutionnels, gens qui respectent un pays, que de mettre notre beau pays au même niveau que des voyous. Je dis que ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire ces comparaisons-là. Ces gens, ils ont besoin de faire des rapports sans même tenir compte de ce que... C'est même honteux. Il y a un proverbe, moi je suis bantou, je suis étonné. Ma mère me racontait toujours une histoire où un fou a trouvé quelqu'un qui se baignait dans l'eau, il a volé ses habits. Le monsieur qui sort de l'eau, il voit le fou qui vole ses habits, il se met à le poursuivre. Les gens qui voyaient disaient, voilà deux fous qui se poursuivent. Il veut dire, non, non, moi je ne suis pas fou, il a volé mes habits. On dit non. Un homme normal ne peut pas courir tout nu devant les gens. Tu es aussi fou. Donc voilà, vous voulez entraîner le Cameroun d'être dans un autre fou, parce que les fous ont posé des actes, on veut que les Camerounais aussi posent les mêmes actes. On veut les juger au même pied d'égalité. Non. Ne ramenez pas mon pays aussi bas comme il est. Laissez-le avoir le statut d'État, membre du système mondial, du système des Nations Unies, de la communauté internationale, avec les valeurs. Et ces valeurs-là, c'est tout, sauf cautionner la barbarie. Oui, alors, Franck Yuateba, comment sortir de cette crise? Quelle solution durable? Puisque ça persiste sur le terrain. Je vous ai dit, j'aurais bien voulu que vous parliez de ces crises. Parce que là, on a parlé des rapports qui parlent d'une autre crise. Oui, globalisée. Le Cameroun est dans les crises. De façon durable, la solution, je vous ai dit,
elle n'est pas sur la table aujourd'hui parce que les institutionnels du Cameroun sont disqualifiés pour trouver la solution durable. Néanmoins, s'il y a une volonté politique, on peut trouver un accalmie provisoire de plus que de 5-10 ans en attendant que les autorités légitimes viennent au Cameroun avec la ferme volonté de résoudre le problème. Ils pourront résoudre ce problème-là. Et cette accalmie, la seule bouche autorisée aujourd'hui qui peut faire quelque chose, c'est celui que le peuple camerounais, parmi la majorité qui s'est exprimée, a donné mandat d'engager ce pays. Même si je suis de ceux qui pensent que quand on a atteint un certain âge, on ne doit plus engager l'avenir des gens. Mais dans les faits, à l'heure actuelle, c'est lui qui est là, c'est lui qui peut résoudre le problème, et de façon simple. Première chose, faire une séance de travail dans des zones de conflit. Quand on dit zone de conflit, ici, ça peut être dans l'extrême nord, Kolofata. Si M. Biya va à Kolofata aujourd'hui. D'abord, le décret de sécurité qu'il y aura là-bas. Alors, toute la GP, le bruit qu'ils font quand il va manger les chenilles à Momeka. Ils vont aller faire ça là-bas. Beaucoup Haram même va aller se cacher. Parce que, voyez-vous, aux premières heures de cette crise, lorsque le bir arrivait là-bas, les gars de Boko Haram fuyaient. Alors, si on essaye de sécuriser, même si à 2 doigts pas des palais présidentiels, on égorge et les journalistes et les femmes sur le boulevard de la présidence, mais je crois quand même que c'est parce qu'ils savent que M. Biya ne passe pas de ce côté. S'ils savent qu'il va aller à Kolofata, ou je ne sais pas moi, dans un autre village là-bas, la sécurisation qu'on va mettre là-bas, elle peut être pérennisée par les éléments sur le terrain. M. Biya il parle aux populations qui sont complices. Oui. Parce qu'il faut le dire que si Boko Haram persévère jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il y a des complicités en interne sur le terrain. Et ces complicités-là, c'est des grands lamidos et tout ce que vous voulez, les dignitaires. Avec la présence de M. Biya, peut faire que certains se répandent. Ça, c'est de ce côté-là. Oui. Et après, donc, on suit avec ce qu'il faut faire en termes de prise en compte des réalités socio-économiques des uns et des autres en termes de besoins. Maintenant, sur le côté anglophone, c'est exactement la même chose qu'il faut. Il faut que M. Biya ait une séance de travail dans cette zone-là, où il parle avec les gens, une sorte d'audience publique, où on ne crie pas ceux qui doivent être là, où tout le monde peut venir lui dire ce qu'il faut, y compris même l'insulter s'il le faut. À la fin, lui-même, il peut encore tenir quelques heures une réunion de ce type-là, vu son âge. À la fin, donc, il leur dit, je vous ai compris, je vais à Yaoundé. Néanmoins, comme nous sommes là, vous-même là, concertez-vous, donnez-moi les gens que vous pensez que s'il y a peut-être 10 arrondissements, dans chaque arrondissement, qu'il y ait au moins une personne qui puisse vous représenter dans le cadre de ce comité de réflexion, ce think tank national, oui, qui aura besoin au moins d'un représentant de chaque arrondissement. Pas seulement d'expression anglophone, mais dans tout le pays du Cameroun. Comme M. Biya vienne avec une liste qu'on lui a donnée là-bas par ces hommes d'État décrétés. Il vient avec une liste sur le terrain que les gens ont donnée, parce qu'il est parti. Les gens ne savaient pas qu'il devait faire une chose pareille, et donc n'ont pas préparé des candidats avant le temps. Les populations s'expriment, il rentre à Yaoundé, il met en place une équipe pour réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire avec un chronogramme établi. S'il le fait, si vous demandez même de lui donner encore 3 ans ou 5 ans sans faire les élections, laissez qu'il le fasse et qu'il mette en place un gouvernement de personnes qui peuvent encore parler aux Camerounais un langage franc et sincère et prêt ou capable de poser des actes que les Camerounais peuvent observer. Qui va descendre? Vous m'étonnez. Je voudrais vous rappeler que M. Biya a dans ses services des gens qui savent que vous existez. Lorsque vous avez eu le bac, ils l'ont su. Sauf qu'ils ont effacé votre nom. Le service DRH de la présidence de la République est chargé de savoir village après village au Cameroun qui est là équipé. Ils ne le font pas pour les balayer. Ça veut dire qu'ils ne justifient pas ce pourquoi ils sont payés. Dès que vous l'avez dit, vous conviendrez donc avec moi que ce qui va rester, c'est de mettre en place des requis-là qui permettent naturellement aux Camerounais de trouver les solutions provisoires. Parce que je vous ai dit, je vous mets un défi. Aucune solution définitive ne sera pas sur les problèmes qui englobent notre pays
après 34 ans, ou 35 ans, ou 40 ans de idiotisme, et ou tout ce que vous pouvez imaginer, aucune solution. S'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Ils ne peuvent plus, ils sont disqualifiés pour ça. Et ça, le peuple camerounais va en décider. Mais pour le moment, pour qu'il y ait la calmie, au moins en attendant qu'il y ait une nouvelle équipe qui peut venir prendre ce problème avant le corps, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Mais malheureusement, au risque aussi de vous décevoir, il n'y a pas la volonté, ils ne le feront pas, pour au moins une chose, parce que les crises les enrichissent davantage, parce que les crises peuvent être instrumentalisées à tout moment à des fins politiciens, et parce que la ruse est l'ADN du management politique du système de M. Biya. Et donc, garder les crises latentes pour en faire usage, c'est comme avoir des jokers qu'on peut abattre à tout moment. Et donc, fatalement, ils ne chercheront pas la résolution du conflit. Non. Sinon, c'est leur existence même qui serait menacée s'il n'y a plus de conflit. Alors, Franck Hubert Ateba, merci d'avoir accepté ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je suis une fois de plus honoré. Et sachez-le, chaque fois que vous allez me solliciter, si je suis là, je ferai l'honneur à vos téléspectateurs de répondre présent. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de La Voix du Peuple. Vous pouvez à présent reprendre vos occupations normales. Retrouvons-nous lundi prochain à la même heure, 15h30, pour une nouvelle édition. Média de télévision, la chaîne du peuple. Média de télévision au service du peuple. Parfois, la tragédie frappe à votre porte et vous change à jamais. C'est le destin d'Anna, une jeune femme joyeuse et optimiste qui poursuit son rêve, devenir actrice. Elle rencontre Raphaël lors d'une audition et tout de suite, la passion les emporte. Je dois m'accorder un peu de temps pour réfléchir et essayer de comprendre tout ça. Hélas, la vie d'Anna bascule le jour où son frère Fabien se fait renverser par un chauffard ivre qui n'est autre que le fils de la famille la plus puissante du pays. Venez vous passionner dans les multiples rebondissements de votre série star, Les Deux Visages d'Anna, du lundi au vendredi sur Média de télévision. Le Coran a donné à nos femmes des droits et aussi des libertés que les femmes occidentales n'ont obtenus que des siècles plus tard. Le droit d'hériter, le droit de divorcer. Mohamed doit trouver leurs coutumes quelque peu étranges. Si tu te convertis, alors l'oncle Ali ne pourra plus s'opposer à notre union. Et s'il n'est plus contre, ton père n'aura plus d'excuses pour ne pas me recevoir chez vous. Comment je peux me convertir? On va dans une mosquée et tu dois faire shahada. Il y a certaines choses que je ne sais dire qu'en arabe. Shahada est le témoignage de foi. Comment ça? J'ai menti pour la virginité, mon oncle. Mais tout le reste, tout ce que j'ai dit est vrai. Vous voyez, mon oncle, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jade, tu iras à mon frère, dis-le-moi. Je vais devoir le dire à Saïd. Raconte-lui, Mohamed, raconte-lui. Aucun problème, tu me rends service. Je suis Saïd Gane, naturopathe, chercheur en phytothérapie de l'ONG Santé et Vie, basé à Yaoundé, à la montée Marché et Légumes. Nous traitons plusieurs maladies à base de plantes médicinales. Donc, nous sommes spécialisés dans le traitement des hépatites du type B, du type C et aussi de toute infection du foie. Sachez que la majeure partie des personnes victimes des hépatites B ne présenteront pas de symptômes avant que leur foie soit endommagé. C'est pourquoi nous conseillons vivement aux gens de se faire dépister dès que les symptômes sont constatés. Anorexie, douleur au foie, nausées et jaunisse, urine foncée, selle blanchâtre, douleur abdominale et articulaire. Après 6 mois sans traitement, la personne infectée par le VIH-C entre dans la phase chronique de la maladie, qui est soit la cirrhose, soit le cancer. Vous qui souffrez des hépatites, vous qui souffrez de la sphénomégalie, soit